Alors, les obédiences, vous parlez des écoles. Bon, d'une manière générale, ce qui domine aujourd'hui, c'est effectivement l'islam du Maghreb, avec le rite malikite, donc en France. Mais simplement, alors juste avant d'avancer là, je voudrais juste simplement revenir sur la question de l'arabité. Je pense que il faut distinguer effectivement l'arabité, l'arabisme de l'histoire et notamment du passé qu'a pu avoir la France avec le Maghreb et ce qu'on appelle la décolonisation. Effectivement, c'est deux enjeux complètement différents. Il y a un travail des mémoires à mener, ça qui va être extrêmement important, mais aussi bien du point je veux dire de la France que également en Algérie. Je veux dire, les musulmans, effectivement, c'est extrêmement complexe. Il y a eu les enfants, enfin, d'Algériens. Il y a eu les enfants aussi. Aujourd'hui, il y a les enfants de rapatriés, de harkis, etc. Donc c'est quelque chose de très très complexe. Après, il y a un autre enjeu, c'est que l'islam aujourd'hui, les musulmans sont en situation entre guillemets minoritaire. Et ça, c'est-à-dire que l'islam aujourd'hui, les musulmans s'expriment en milieu séculaire et minoritaire, contrairement au Maghreb. Et effectivement, l'expression aujourd'hui de l'islam est en train de se définir. C'est vrai que aujourd'hui, on a une tendance. Tous les musulmans sont aujourd'hui cours sur les bancs des universités ou bien des cours du soir pour apprendre la langue arabe, parce que pour eux, c'est extrêmement important. On sait très bien que en Turquie ou en Indonésie, c'est pas nécessaire de maîtriser l'arabe pour être croyant. On a des imams qui sont de très bons arabisants, mais par exemple le discours, le sermon du vendredi est énoncé dans la langue locale. Et ça, en France, on n'a pas encore tout à fait bien compris ça, et ça c'est. Il n'y a pas de prêche en français dans les mosquées. Très difficile, ouais, c'est très rare. Ousmane Ndiaye. Et puis en plus, moi, j'ai découvert en faisant un reportage dans le Loir-et-Cher, histoire de voir ces musulmans de la France profonde, rurale, comme on dit. Par exemple, on se rend compte que à Mer, qui est une petite commune, une toute petite commune, où il y a une forte communauté turque. L'imam de Mer, c'est le conseil, l'équivalent du conseil du culte musulman turc, qu'il a envoyé à Mer. Il parle à peine français, et c'est l'État turc qui le paye. À un moment donné, oui, ça pose des questions. Oui, c'est un truc qu'on découvre, on se dit voilà, il faut qu'on se réveille, quoi. Du lundi au jeudi, le temps de le dire sur RCF. C'est le temps de le dire. Nous parlons des musulmans de France. Qui sont ces musulmans? En finir avec ces clichés, avec Mohamed Collin de Safir News, Ousmane Ndiaye de Respect Mag, avec qui nous sommes associés pour cette émission, et puis avec le sociologue Olivier Bobineau. Alors Olivier Bobineau, je commençais à demander à Mohamed Collin, qu'est-ce qu'on sait de la population des musulmanes en France? Eh bien, à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose. Beaucoup de choses parce qu'il y a des études récentes, mais non suffisantes, et pas grand-chose parce qu'on a un vrai problème. C'est comme pour toutes les populations de confession confessionnelle, disons, on n'a pas d'éléments statistiques. On ne peut pas faire d'enquête en France. Nous sommes le seul pays en Europe, et pour avoir fait des comparaisons et des études religieuses en France et en Allemagne, on est le seul pays en Europe où on ne peut pas faire une enquête statistique. On ne peut pas demander aux gens, pour raisons historiques et raisons de laïcité, on ne peut pas demander aux gens en quoi ils croient et de quelle confession ils sont. Bien, alors après, on aboutit à quoi? On aboutit à des études récentes qui nous permettent de voir la pluralité de l'islam et en même temps un lien très fort avec le Maghreb. Tout à l'heure, je voulais poursuivre aussi. Ce qui me semble dommageable, c'est la triple réduction. C'est-à-dire qu'on réduit l'islam aujourd'hui au Maghreb, qu'on réduit à l'Algérie et qu'on réduit à l'arabité. Et cet ensemble de réductions aboutit, y compris dans la conscience des musulmans de France, à se sentir comme cela. C'est-à-dire que, y compris, enfin, j'ai vu depuis plusieurs années en banlieue, par exemple, l'insulte suprême, c'est de traiter l'autre d'Algérien. Entre eux.
C'est-à-dire qu'on a affaire à, par exemple, des jeunes du Maghreb qui se rencontrent, qui sont pas nécessairement musulmans, qui sont pas nécessairement arabes, mais entre eux, ils vont se traiter d'Algériens. Et donc, c'est ça qui me semble intéressant, c'est que c'est indicateur, si vous voulez, d'un malaise profond français. Alors, l'idée, ça serait de lancer une belle enquête, une grande étude, pour comprendre la pluralité que vos deux intervenants également soulignent. Le problème, c'est que aujourd'hui, on n'a pas les outils. On n'a pas encore les outils pour analyser finement, si vous voulez. D'un point de vue sociologique et d'un point de vue anthropologique, on n'a pas fait véritablement une réelle enquête, et certainement qu'elle est à mener. Alors, on a quand même quelques enquêtes, vous nous l'avez dit. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces enquêtes ? Alors, c'est pas sur le plan statistique, donc elles nous disent deux choses, parce que, alors après, les enquêtes que l'on a, si vous voulez, elles viennent d'après 2001, d'accord ? Donc, il y a une forte politisation. Il y a trois enseignements au regard de ces enquêtes. Premièrement, une pluralisation et une intégration de l'individu musulman. Voilà. L'individu musulman, progressivement, en effet, il suit, il est par exemple présent à l'université depuis les années 2002-2003 notamment. Il accède à des postes de cadre. Bien, ça c'est la première chose. La deuxième chose, au demeurant, il y a une concentration dans les banlieues des problématiques sociales, et on retrouve ça y compris dans les prisons, c'est-à-dire que les problèmes sociaux se concentrent dans des espaces géographiques où il y a une forte présence, et c'est la problématique sociale, une forte présence de population musulmane. Donc il y a à la fois une élite qui accède, qui est en train de naître, et en même temps une radicalisation des problèmes sociaux dans les banlieues. Bien. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une telle peur des barbus, une telle discrimination, que malgré tout, en termes d'emploi, mais aussi en termes de représentation, il y a une stigmatisation très forte aujourd'hui des arabo-musulmans. Mohamed Collin, vous partagez l'analyse ? Une élite, une radicalisation des musulmans dans les banlieues, et puis en même temps une stigmatisation de la part de la société. Oui, donc il y a une radicalisation qui existe. Il y a une élite, il y a une classe moyenne qui est en train d'émerger. La bourgeoisie. Oui, la bourgeoisie, comme on l'appelle. Mais ce qui me frappe, c'est surtout, on va dire, la déconnexion qu'il y a entre ces différents milieux. Voilà. C'est vrai que l'islam de France, il y a beaucoup d'enjeux, et parmi ces enjeux, c'est de pouvoir recréer du lien entre ces élites et les masses. Et jusqu'à présent, ça, c'était complètement vide. On a eu la disparition le 14 septembre d'un très grand intellectuel de l'islam de France, qui est Mohamed Harkoun, qui a ouvert de nombreux chantiers, mais ces chantiers sont complètement inconnus des masses. Pourquoi ? Parce que il manque des intermédiaires. Alors ce sont des médias qui sont en train d'émerger, ce sont des mouvements d'éducation populaire, des éducateurs, etc. Voilà, ça c'est un véritable enjeu. Ousmane Ndiaye. Moi, j'ai souri tout à l'heure parce qu'on parle sans cesse de barbu. Moi, j'ai un ami qui est barbu et qui est chrétien, quoi. J'imagine quand il est en train d'écouter, il va dire bon. Dans les années 70, si on était barbu, c'est qu'on était communiste. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis en plus, c'est un athée, tu vois. Genre, j'en parle d'ailleurs dans le reportage à Mer, c'est-à-dire j'arrive à Mer, à la mosquée de Mer, il y a un barbu, un conseiller municipal qui est barbu, vraiment un barbu, et c'est un athée, tu vois. Donc j'imagine qu'il doit être beaucoup de barbus doivent être en train de se dire bon, ils n'ont qu'à nous lâcher, quoi. C'est pas nous. Non, mais c'est important. Par contre, moi j'écoute et vous disiez tout à l'heure que, et je vous en remercie, que c'est un bel objet. On a voulu faire un truc très visuel, très moderne. On a voulu. C'est un parti pris visuel très fort. Hein. On a travaillé beaucoup sur l'image, sur le visuel, parce que on voulait pas aussi donner l'impression, parce qu'on parle beaucoup des problèmes là, de ce qui bloque, mais aussi il y a on voit dans le magazine qu'il y a une énergie, voilà. Il y a une énergie, il faut rendre compte de cette énergie. Tout à l'heure, on parlait de positionnement par rapport aux questions de l'époque contemporaine de la mondialisation. C'est-à-dire l'islam aussi, les musulmans de France sont
porteurs de réponses. Par exemple, sur la question économique, on a eu la crise économique. La finance islamique, il y a un discours chez des musulmans de France qui dit c'est une alternative à la spéculation parce que c'est une finance éthique, parce que c'est une finance qui suggère la consommation responsable. Sur le marché du halal, il y a de vrais enjeux. Donc en fait, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux qui sont plutôt dans l'inventivité, dans la proposition, dans le débat de société. Et ça, c'est très important aussi d'en rendre compte. Alors, il y a des messages d'auditeurs qui sont un peu surpris du thème de l'émission d'aujourd'hui. Alors, je vous lis pas tout parce que tout n'est pas lisible. Un auditeur de Bordeaux qui a vécu 15 ans au Maroc se révolte de l'émission de ce jour. Tolérance, diversité, et là-bas, former des imams à l'Institut catholique de Paris. Où va-t-on? Ils vont bientôt nous jeter dehors de chez nous. Bref, j'en passe. Et puis Francis du Nord, qui est surpris du thème de l'émission, nous dit ce n'est pas très bien ce que vous faites. Vous servez la soupe aux musulmans. Alors non, je pense pas qu'on sert la soupe. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Non, je pense que je l'ai dit tout à l'heure à 9h, sur une radio chrétienne, on n'a pas peur des religions, on croit à l'amitié entre les peuples, on respecte les croyants, et en plus, on pense qu'en France, il faut aller dans le sens où on vive plus de fraternité. Juste pour rapidement, puisqu'on va devoir rendre l'antenne, Olivier Bobineau, l'Institut catholique qui forme des imams, pour répondre aux protestations des auditeurs. Écoutez, je crois que c'est une chance pour l'ensemble des institutions religieuses et par ailleurs ça respecte la laïcité. En 2 mots donc, d'abord il y a des possibilités, ça veut dire qu'il y a une affinité spirituelle, une affinité comme l'on dit de l'homme intérieur. En effet, l'homme n'est pas que matière et je crois que l'islam et la religion chrétienne et notamment l'église catholique parmi elles, au sein d'elle, est dans ce sens-là. Donc c'est important aussi de voir des affinités spirituelles, et notamment quand il s'agit de former des cadres culturels et cultuels, mais que derrière, fondamentalement, c'est profondément la laïcité de la République qui est respectée, puisque l'enjeu, c'est de permettre le libre exercice du culte des musulmans. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes musulman et que vous voulez pratiquer librement au nom de la laïcité, c'est-à-dire la liberté, le libre exercice du culte et la liberté de conscience, eh bien vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas nécessairement de lieu et de cadre. Alors on reviendra là-dessus, Olivier, je vous coupe. Ousmane Ndiaye, un mot juste. 2 mots à ceux qui disent ça. Moi j'aime toujours rappeler que durant le prophète, quand il vivait, il avait un ami prêtre. On a célébré la messe dans une mosquée parce que le prêtre était un ami du prophète. Deuxième chose. Non mais imaginez aujourd'hui la messe à la mosquée de Paris. Le prophète, donc l'exemple, le modèle absolu des musulmans, il a accepté qu'on célèbre la messe dans sa mosquée. Deuxième chose concernant la relation à la judaïté, la mosquée de Paris durant la guerre, on ne le dit pas souvent, a accueilli, a fait des faux papiers, a accueilli et a déclaré musulmans des juifs pour pouvoir les sauver de l'extermination. Donc c'est des justes. Il y a plus de solidarité qu'on ne le dise. Il faut le dire et ça date bien plus longtemps que de cette émission. Mohamed Collin. Voilà, une troisième chose. Je pense que c'est révélateur aussi d'amalgame. À chaque fois, on nous renvoie les réalités au Maroc ou en Algérie. Voilà, on nous renvoie ces réalités au Maroc ou en Algérie, mais j'ai envie de dire, moi, je n'ai rien à faire avec ces pays-là. Je suis né et socialisé ici, et je suis issu de la 3e génération, donc je n'ai aucun rapport et je n'ai pas à me justifier de ce qui se passe en Algérie et donc au Maroc. Et ça, c'est extrêmement important de le dire et de dire aussi qu'aujourd'hui, l'islam participe de l'identité de la France. C'est les solidarités absurdes dont on parlait. Pourquoi devons-nous être solidaires de ce qui se passe là-bas? Vous nous appelez au 04 72 38 20 23 ou vous nous écrivez le temps de le dire @rcf.fr. Le temps de le dire, toute la vie en question sur RCF. Et je vous rappelle nos invités, Ousmane Ndiaye, journaliste à Respect Mag, Mohamed Collin, le fondateur de Saphir News, site internet d'information autour de la communauté musulmane et au-delà, et puis Salam News, premier mensuel gratuit d'information autour de la communauté musulmane, avec Mohamed Harkoun en couverture ce mois-ci, l'intellectuel révolté qui a tiré sa révérence. C'était quand ? Le 14 septembre. Le 14 septembre. Et puis Olivier Bobineau, sociologue spécialiste des questions religieuses, avec ce livre « Former des imams pour la République, l'exemple français », c'était aux éditions du CNRS.